Bon, on commence vraiment avec Sandman. De temps en temps, on demande au public hein, s'ils connaissent telle ou telle œuvre. Ouais, là, Mhm. Sandman en général, bon, je- limite je vous prends pour des cons dans le chat parce que je pense que vous connaissez au moins de nom. Donc oui, hein, dire que Sandman est l'une des œuvres de fantasy les plus importantes dans Et le là, monde des tu vous comics, apprends rien. on vous en prend pas trop. N'empêche que bon, ça mérite un petit peu de recontextualiser, que enfin, ça fait partie un peu de l'avant-garde du renouveau chez DC, des comics en général. Hein, c'est un petit peu à partir de là. C'est un petit peu à partir de là que les comics ont commencé à être pris au sérieux par pas mal de gens. Il était déjà par certaines personnes, parce qu'on a eu d'autres Un pacte avec Dieu, Mao, ce genre de choses. Mao, ce sera un peu après d'ailleurs même. Mais voilà, ça faisait partie un petit peu des comics pour les Putain, gens c'est qui. Mouse que j'ai oublié d'acheter maintenant, je m'en Ah bah souviens. voilà. Ah! J'ai oublié de le foutre sur ma putain de liste. Ah bah voilà. Purée. Pardon. Donc voilà, ça faisait partie un petit peu voilà, de l'avant-garde qui est un petit peu anobli le genre des comics. Ah bah alors, ah non, c'est bon, je me disais bien que c'était de l'humour Mads, mais à un moment j'étais en mode je suis pas sûr ou pas, voilà. Donc, pourquoi c'est de la fantasy Sandman? Bah tout simplement parce qu'on parle d'individus, d'entités qui sont vraiment au-delà du divin, on parle vraiment d'incarnation, d'essence, de concept. Donc il y a le rêve, la mort, le destin, la destruction, le délire, le désir. Je les ai pas tous faits, mais c'est pas grave. Donc c'est beaucoup en D, c'est tout le temps en D en anglais, mais pas en français parce que c'est trop compliqué à traduire. Mais voilà, c'est une sorte de fratrie, de force élémentaire de l'univers. Et on voit notamment, enfin nous on suit le personnage de Morpheus, donc le seigneur des rêves et des cauchemars, à travers moult aventures à la fois très humaines dans certains récits comme The Sound of Our Wings, qui est peut-être l'un des meilleurs titres de la série, où on suit rêve suivre sa sœur dans son job de gardienne de la mort, quoi, en gros, venir accompagner les gens au moment de leur mort. Très belle histoire. Euh, Pareil, il y a une autre histoire où il rencontre, enfin, il rend un humain immortel et tous les 100 ans, il vient lui rendre visite. Et c'est plein de discussions sur la vie, sur l'immortalité, sur l'amour, sur plein de choses. Ça a été très bien adapté dans la série. Mais on a aussi des histoires beaucoup plus fantaisistes. Hein. Morpheus va aller se taper contre Lucifer, contre d'autres créatures, des démons, des magiciens, voilà, pendant un petit moment, la série était un petit peu plus raccrochée à l'univers d'ici principal, parce que ça faisait partie de la continuité, et très vite ça s'est détaché pour faire son propre truc. Donc techniquement, on peut le rentrer dans le canon d'ici, mais il y a tellement peu de porosité que bon, c'est pas très, voilà, c'est pas nécessaire quoi. On peut lire ça de son côté, c'est pas très grave. Euh, donc voilà, ça fera partie aussi des premiers titres à être dans la gamme Vertigo. Donc Vertigo, c'est un truc qu'on reverra souvent euh, dans cette partie, hein, parce que Vertigo est partout, hein, en termes d'influence notamment. Donc voilà, donc quelques petites images, enfin deux petites images que je trouve très jolies, qui illustrent pas forcément un truc Pas très. d'image, c'est illégal. Non. Ah oui, c'est vrai, merde. Alors, on va mettre des images de la série. Merde, c'est aussi illégal. Donc voilà. Même la cover, techniquement. Oui, en plus, oui. On va juste écrire Soundman. On va mettre un grain de sable. Voilà. Voilà, c'est. Donc voilà, ils en ont fait, alors comme beaucoup des titres qu'on va aborder, ils ont des adaptations, bah, évidemment c'est les influentes, les plus connues, les plus appréciées, machin, donc il y a souvent des adaptations bah, parce que bah, c'est en général les plus mises en avant et qui sont adaptées. Euh, oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre un fond vert aussi. Mais pour le coup, ce que j'allais dire justement, c'est que la série a beaucoup enfin, elle a énormément de gueule. Enfin, vraiment, c'est pas une série Netflix fait au rabais ou ce genre de choses. C'est très très beau. C'est une œuvre qui est pas facile à adapter, hein, donc enfin, oui, en vrai, bravo. Bon, c'est dommage qu'il y ait tout le truc autour de Neil Gaiman qui fait que bon, le destin de la série est, on va dire, flou hein, sur ce que ça aurait dû être réellement. Mais je conseille quand même. Et la série et le comics, franchement, c'est très Alors, bien sûr, plein de paysages ce n'est pas parce que différents. nous conseillons la série et le comics que nous soutenons Cautionnons. ce qu'a fait Neil Non, Gaiman, voilà. bien évidemment. Oui, Berserk finira un jour, puisque ça continue. Et puis bon, techniquement, même avant que l'auteur nous quitte, il était quand même dans la dernière partie de l'œuvre. Donc oui, non, non, normalement, ça devrait finir un jour. Pas de souci là-dessus. Alors, Berserk, on va faire un peu le truc assez classique. Il n'y a pas besoin de le présenter, mais on va le présenter quand même. Bon, c'est bien évidemment un monument du manga. Donc,
tu fais bien de le préciser, hein, effectivement, la parution a débuté en 89, autant dire que c'est un vieux de la vieille. Bah, il a mon âge à peu de choses près, hein, parce que je suis né en 88 et c'est encore en cours de parution. Alors est-ce que ça veut dire que du coup il y a 140 tomes? Non, absolument pas, parce que c'est vrai que, Kentaro Miura et son équipe, c'est toujours crevé le cul. Heu, Ils se sont toujours crevé le cul au niveau des dessins, au niveau de la patte graphique de l'ouvrage. Ce qui fait que, tu n'as clairement pas, un ouvrage tous les, 3-4 mois, quoi. Tu as un ouvrage tous les, 12-15 mois. Donc, voilà, du coup, si vous désirez vous y mettre maintenant, alors oui, évidemment, vous avez du retard, mais par rapport à la longévité de la série, c'est pas une catastrophe. Vous êtes à peu près à une quarantaine de tomes, un peu plus, sachant qu'en ce moment, c'est réédité au format, Prestige, que je ne peux que vous conseiller. Oui, c'est un petit budget, mais vu la qualité de l'œuvre, vous vous y retrouvez, je trouve. Heu, Revenons à nos moutons. C'est tout simplement l'un des plus fidèles représentants de la dark fantasy. C'est, tu sais, c'est le genre d'œuvre, lorsque tu parles de la dark fantasy, qui, tôt ou tard, finit forcément à arriver sur la table en tant qu'exemple. Alors autant dire que si en plus tu veux parler de BD, donc la dark fantasy en BD, là c'est clairement le premier nom qui ressort. C'est un univers sombre, apocalyptique, pessimiste, avec des tortures, du sang, un guerrier violent et exténué en tant que héros. Tous les éléments sont là, un peu de choses près, hein. C'est vraiment aussi simple que ça. Au niveau du synopsis, on suit Guts, qui est un guerrier solitaire, dont la réputation a attiré l'attention de Griffith, qui est le chef de la troupe du Faucon. Guts finit par le rejoindre, ils deviennent frères d'armes, amis, confidents même, mais tout change lors d'un événement qui est appelé l'éclipse, qui est un terrible événement. Et à ce moment-là, tu as les God End qui font leur apparition et qui offrent à Griffith de les rejoindre. Ce dernier accepte, mais pour cela, il y a une contrepartie. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop rentrer dans les détails si vraiment vous ne connaissez pas. Encore une fois, c'est un monument de la dark fantasy. Si c'est le genre d'œuvre que vous appréciez, c'est vraiment un incontournable. Je dis bien si c'est le genre d'œuvre que vous appréciez. Évidemment, si vous n'aimez pas rien que si vous n'aimez pas le sang, ça sert à rien de vous lancer dessus. Là, ce serait idiot. Berserk, c'est, du sang, c'est, des femmes nues, c'est des femmes nues et du sang, entouré de torture avec, encore une couche de sang par-dessus. Voilà, c'est de la dark fantasy, je pense que ça fait suffisamment peur comme ça, comme terme. Tu te doutes bien qu'il va pas y avoir des petits papillons et des petites fleurs. Donc, voilà, mais si vous savez, heu, à quoi vous attendre, ah oui, c'est, absolument, incontournable. Et il fait partie de ces quelques mangas qui clairement, sont achetés même par des personnes qui, n'achètent pas forcément, beaucoup de bandes dessinées. Donc voilà, Berserk, c'est comme ça. Et bien évidemment, oui, ça finira un jour. Ah, les belles images. Ah Ouais, bah non, on peut pas les mettre. ah voilà, on peut pas les mettre. Non mais voilà, quand même, Ah je- bah, j'ai des gens dans ma famille qui ont certains a priori vis-à-vis des mangas et leur style graphique que je ne partage pas parce que voilà, mais je pense que je leur montre ah, ça et voilà, ce serait un bel exemple de non, on peut faire des très bonnes choses en manga. Après, c'est pas n'importe quel manga, et ça se fait beaucoup moins vite aussi. bah, en fait, la critique en elle-même est légitime. Mm. C'est une critique que je peux comprendre, je m'explique. C'est-à-dire que alors, quand tu bouffes du manga toute la journée, c'est quelque chose que tu comprends pas forcément. Surtout si tu lis que du manga. Mm. Après, si tu lis pas que du manga, et à l'inverse, si tu as lu dans ta vie énormément de BD et que tu débarques dans le manga, c'est sûr que c'est un peu particulier. Mais en même temps, mais Deux c'est fois, normal. On est en train de comparer des œuvres où des fois tu mets plus d'un an à la mm. réaliser. Ouais. Donc où vraiment tu te crèves le cul au niveau graphisme, avec des couleurs. Et le manga, pas tous les mangas, mais énormément de mangas, ils ont une parution, ils ont un côté travail à la chaîne. Il faut un numéro Toutes les par semaines, hein, mois, quoi. pour certains, hein. Dans le Weekly Ou toutes les Shonen semaines Jump, pour certains. ouais, ouais. Bah, absolument, toutes les semaines pour certains. Alors,
même si, avec tout le respect que j'ai pour les mangaka, ils se ruinent la santé sur le dessin, Mhm. malgré le fait que certains mangas, effectivement, sortent leur épingle du jeu, pour pas mal d'entre eux, c'est juste pas comparable. Évidemment que c'est moins bien dessiné et c'est sans couleur Mhm. dans un manga que le mec a une semaine à faire face à un bouquin qui met 1 an et demi à sortir. Bah, Ouais, évidemment, évidemment. clairement. Et à l'inverse, attention, c'est comme d'habitude, ça ne veut pas dire que toutes les BD franco-belges c'est magnifique, sont Ouais. magnifiques, c'est absolument pas le cas. Et tout comme vous avez des mangas où voilà, ils mettent un peu plus de temps à les sortir et vous avez des chefs-d'œuvre après devant vous. Alors, Hellblazer, et bien on reste d'ici Vertigo, voilà, je vous avais dit, on va les voir, ces connards. Enfin, je dis connards, mais énormément de respect pour Vertigo. C'était une marque d'affection. Hellblazer, qui est sans doute plus connu comme la série de John Constantine, on va dire ça comme ça, puisque bon, le personnage est, je pense, plus connu que le. Oui, le personnage est plus connu que le nom de la série en elle-même, parce que bah, il a été un peu dans pas mal d'adaptations, etc. Pas que les siennes. Donc, John Constantine, c'est un personnage créé par Alan Moore qu'on avait vu dans Swamp Thing notamment. Mais pour le coup, là, la série c'est créé par Jamie Delano. Et j'ai aussi le dessinateur original, c'est John Ridgway. Donc voilà, c'est eux qui ont créé la série, même si voilà, le personnage était déjà créé avant. Euh, donc voilà, j'aime bien passer l'anecdote quand même. Euh, Alan Moore qui a notamment proclamé avoir rencontré John Constantine dans la vraie vie à 2 reprises, dont une fois dans un pub ou je sais pas quoi. Alan Moore. Alan Moore, il est un peu. Voilà quoi. Mais c'est une blague, enfin une blague, c'est un peu un running gag que tous les autres scénaristes sur la série Hellblazer feront, où chacun diront ah ben moi aussi je l'ai vu croiser à tel moment, tel endroit, etc. Donc c'est un peu pour entretenir la mystique de John Constantine, enfin la mystique. C'est pas un personnage qui a beaucoup d'aura mystique machin, mais qui a un certain cachet, un certain je ne sais quoi comme on dit. Euh, donc pourquoi il est important dans le milieu de la fantasy ce John Constantine. Bah, déjà c'est une sacrée présence de l'univers fantasy, de l'univers de la magie, un petit peu de la religion aussi, hein, démoniaque, christique, etc. Euh, Puisque c'est une série qui a duré de 89 jusqu'en 2013. Ça a duré 24 ans. Oui, oui. 89, 99. Oui, 24 ans, c'est bien ça, j'adore les maths. Et même si les ventes n'étaient pas genre faramineuses, mais elles ont toujours été suffisantes pour garantir la prolongation en fait. Et donc quand c'est une série qui existe pendant 24 ans, c'est extrêmement rare, enfin ça n'arrive quasiment jamais. Donc voilà, 24 ans durant lesquels ben, John Constantine, après c'était pas forcément tout le temps continu, mais ça n'a jamais été ça ne s'est jamais arrêté. Euh, donc voilà, pendant 24 ans, on avait bah, John Constantine qui a un peu imprégné tout l'univers d'ici. Et en plus, sacrée empreinte, hein, John Constantine, parce que ça a été quand même un sacré. Le personnage a bousculé pas mal de codes au niveau de l'héroïsme, de l'anti-héroïsme, ne serait-ce que par son look. Hein, voilà, il a un look, je dirais pas androgyne, mais qui a un look très particulier, euh, clairement qui est. Alors, il me semble que l'aspiration c'est Sting, si je dis pas de bêtises. Euh, il me semble que je l'ai noté quelque part en plus, hein. Oui, voilà, voilà, le personnage a été créé pour ressembler à Sting quand c'était sous les traits d'Alan Moore, et puis même au niveau de son look. Il avait une boucle d'oreille, voilà, sorte d'un père beige, la cravate, toujours la clope au bec, etc. Il y avait un côté très réel, très prolo. En plus, le personnage était bisexuel aussi, donc à l'époque, très peu courant de faire ça, en question de sexualité un peu minoritaire. C'était quand même beaucoup moins présent qu'avant, donc ça faisait partie un peu des personnages précurseurs qui ont un peu bougé les choses là-dessus. Et voilà, et toute son attitude de je m'en fous un peu, je suis un peu un connard, mais j'ai un peu un cœur aussi, et je suis un peu cynique, désabusé, un peu détaché. Ça vient typiquement, enfin voilà, ça a été quand même pas mal amorcé ce genre d'archétype avec John Constantine. Donc voilà, moi j'aime bien l'appeler le magicien en col bleu et le sorcier prolo. Voilà, c'est vraiment l'équivalent du plombier qui vient déboucher tes chiottes, sauf que là tes chiottes elles sont bouchées parce qu'il y a un démon dedans, quoi, par exemple. Donc c'est vraiment un jour de plus au bureau et on va aller dézinguer du démon, quoi. Donc c'est vraiment toute la vibe du garçon, quoi. Donc voilà, et puis c'est un personnage qui
toujours plus ou moins sympa, mais qui est toujours un petit peu un connard aussi, et qui s'en sort toujours un peu in extremis avec un prix toujours beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il peut payer. Il y a quelques histoires notamment où il vend son âme à plusieurs démons à la fois, du coup ben, les démons finissent par se taper entre eux pour savoir qui va hériter de son... Enfin voilà, c'est plein d'astuces et de roublardises comme ça, donc voilà, qui fait la force du personnage. Le charme du personnage, on va dire ça comme ça. Donc, donc voilà. Il y a des images assez psyché, assez bien dans le trip, ouais, trip psychédélique quoi. Ça tombe plutôt bien parce qu'on est vraiment dans les univers et les recoins les plus étranges et les plus sans aucun sens de l'univers d'ici. La magie fait que tu peux faire plus ou moins ce que tu veux. Euh, donc, alors quand même, j'avais fait une liste quand même d'artistes qui ont bossé dessus pour un petit peu évoquer en termes d'empreinte et de prestige qu'a apporté la série un peu d'ici de manière globale, c'est que dessus, niveau scénario, donc il y avait Jamie Delano, donc le premier, on a eu Brian Azzarello, Paul Jenkins, Peter Milligan, Garth Ennis, Warren Ellis, Grant Morrison, Neil Gaiman, connard mais faut le citer, Mike Carey. Donc voilà, pour dire un petit peu le palmarès de gros noms qui se sont succédés, un petit peu pour s'aider eux-mêmes, mais aussi aider le personnage et l'aider à le faire rayonner. Et niveau dessin, donc John Ridgway le premier, on a eu Mark Buckingham qui a bossé sur Fable, Steve Dillon qui a bossé sur Preacher, Jock, David Lloyd, voilà. Il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai pris des gros noms pour vous dire que voilà, c'est un peu une succession, une galerie d'énormes talents, pour dire que voilà, la série a intéressé plein d'artistes émergents comme déjà établis. Donc voilà, et puis pour qu'une série dure 24 ans, il faut bien se renouveler en termes d'histoire et de dessin, et c'est ce qu'elle a réussi à faire de toute façon. Donc voilà. Là aussi, il y avait, c'est dans la continuité d'ici, mais on fait en sorte que ça se croise pas trop parce que c'est un peu trop compliqué, on va pas s'embêter. Donc c'est un petit peu une lecture qui peut se faire de son côté et on peut embarquer dès le début assez facilement. Euh, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, œuvre populaire, donc adaptation. Moi j'aime bien le film Constantine avec Keanu Reeves. Oui, il est pas blond, oui, il est pas britannique, mais je trouve c'est un bon. En fait, si on arrive à se détacher des manquements de l'adaptation, je trouve que c'est un film avec un bon protagoniste, un bon second rôle avec Rachel Weisz. Il, il tombe pas dans les pièges il faut forcément qu'ils tombent ensemble à la fin du récit ou je sais pas quoi. Il y a des bonnes idées de mise en scène, d'invention créative en termes d'utilisation de la magie, etc. Le Lucifer est très cool en termes de représentation aussi, donc j'aime bien le film. Il est pas parfait, mais j'aime bien le film. Et puis évidemment, voilà, il y a eu Matt Ryan sur le personnage animé en live action, etc. Très bon, très charismatique. Donc là aussi, tout ce qu'il a fait avec le personnage, il a bien compris. Il a bien compris le truc. Voilà. C'est aussi Edward Kenway dans Assassin's Creed 4, si vous avez joué au jeu. Voilà, petit fun fact. Évidemment, on recommande J'ai pas aussi. lu des tonnes de Constantine et le Blazer, mais je peux te donner mon petit conseil perso. Donne-moi une seconde. C'était le petit dernier du Black Label. Je l'ai pas lu celui-là. J'avoue, C'est j'ai. Hellblazer Rise and Fall qui est Ok. encore disponible. Black Label 17 € et c'est. Oh putain, décidément. J'a- Il y a encore, je crois, la semaine dernière, j'ai dit que j'étais pas non plus immensément fan de Tom Taylor et qui s'en est occupé? Bim, Tom Taylor. Moi, je pense que c'est Azarello. Peut-être parce que c'est peut-être l'un des premiers que j'ai lu sur le personnage. Ah, ouais. Euh, Non, c'est très bon, j'en ai voilà, quelques. c'est pas une sélection très originale, mais non, Azarello sur le personnage, moi j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais notamment Constantine, c'est un peu la source d'inspiration de séries, enfin notamment de Hellboy, hein, pas mal inspiré tout le truc démonique et machin, mais les trucs comme Supernatural et Grimm en termes d'ambiance et de personnages, Constantine est passé par là quoi, clairement. C'est à moi avec Gutanabe sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Alors ici, il faut un petit peu parler du contexte. C'est un peu comme Conan, donc je n'ai pas encore parlé de Conan, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc les œuvres de Lovecraft ne sont pas des mangas à l'origine. Là, je pense que je vous apprends absolument rien. Sans surprise, les œuvres de Lovecraft ont été faites à la base par Lovecraft?
GG, joli, joli, joli. C'est pour ça que c'est mon champion! Eh oui. Donc, oui, tu avais un mixte de petites nouvelles et de romans un peu plus conséquents, ou en tout cas, nouvelles un peu plus conséquentes. Alors, du coup, pourquoi parler des mangas? Eh ben, tout simplement parce que il faut savoir que bah, ça a marqué aussi l'industrie de la BD. Alors, je peux vous en parler. Je pense que j'ai un exemple assez probant là-dessus. Il faut savoir que souvent, tu as quand même deux types de lecteurs. Donc, vous avez des Les personnes bons et les mauvais. comme Martin et moi, c'est-à-dire vraiment zéro barrière. On se fiche de savoir si c'est du franco-belge, du manga ou du comics. Enfin, on s'en fiche pas, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Il n'y a pas de préférence, c'est vraiment zéro barrière. Et tu as d'autres lecteurs qui vont vraiment être cantonnés à un style particulier. Ça revient à ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure avec ceux, par exemple, qui ont du mal avec les dessins des mangas. Vous avez des personnes comme ça qui ne vont lire que du manga, qui t'a dénigré le comics, et inversement. Et Gutanabe, c'est vraiment le bulldozer qui a brisé les barrières, hein. Donc, c'est-à-dire que la plupart des gros lecteurs de comics qui ne jurent que par le comics, souvent, ils ont quand même les mangas de Gutanabe. Donc, voilà. Alors, bien sûr, il faut qu'ils aiment Lovecraft. S'ils n'aiment pas Lovecraft, ils vont pas s'amuser à acheter Gutanabe. Mais en général, tous les arguments qu'ils avancent pour dire que le manga, ce n'est pas leur came, sont contredits avec cet ouvrage, avec cette collection. Et du coup, voilà. Pourquoi j'en parle ici? Parce que c'est une des rares œuvres qui est vraiment un brise-muraille, quoi, hein. C'est une excellente adaptation avec des dessins sublimes, accessibles et une excellente édition, quoi. C'est vrai que c'est difficile de ne pas apprécier, quoi. Euh, En plus, et là, c'est vraiment par rapport à Gutanabe, c'est tout à son honneur. Il a vraiment réussi le tour de force d'adapter l'inadaptable. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le principe même des œuvres de Lovecraft, hein. C'est l'horreur cosmique. C'est l'horreur si horrifique qu'elle en devient indescriptible. C'est l'horreur si différente qu'on ne peut pas la décrire avec des mots humains. Rien que la vision d'horreur te pétrifie, te fait Caca arrêter le dessus. cœur. Comment? Non, j'ai dit, elle te fait te faire chier dessus aussi. Mais c'est Te moins voilà, tu classe. te chies dessus, voilà, Voilà. si tu veux, absolument. Et d'ailleurs, donc une des créations les plus connues de Lovecraft, c'est bien évidemment Cthulhu. Cthulhu, c'est le nom qui s'en rapproche, entre guillemets, le plus. Mais il est écrit dans l'ouvrage que le véritable nom de la créature est un nom qui ne peut pas être prononcé par l'humain. Il n'a pas l'appareil vocal pour faire le nom Cthulhu. Donc, Cthulhu, c'est vraiment l'approximation entre guillemets humaine de la créature. Donc voilà, c'est pour vous dire que normalement, de base, ce qui rend effrayant les œuvres de Lovecraft, c'est justement que on est dans l'indescriptible. Et Gutanabe, du coup, bah, étant donné qu'il fait les dessins, puisque c'est un manga, il est bien obligé de représenter ces créatures indescriptibles. Et il le fait de la meilleure des manières. C'est vraiment sublime. Là, je vous ai mis quelques covers, mais même les dessins à l'intérieur, enfin, mais regardez-moi ça, quoi. C'est vraiment magistral, c'est magnifique. Encore une fois, on en revient un peu à Berserk où clairement Kentaro Miura se crevait le cul sur les dessins. Et là, c'est exactement la même chose, quoi. Enfin, c'est vraiment magistral. Et vous avez, du coup, bah, vous voyez du coup le monstre, ce qui sous-entend qu'il est représentable, alors que normalement, ils ne sont pas supposés être représentables. Et en même temps, ils sont tellement éloignés des créatures, on va dire, que l'on a l'habitude de voir. Enfin, regardez-moi la bestiole en haut à droite, quoi. Enfin, comment vous voulez expliquer ce que c'est, quoi? Ou même celle à gauche, d'ailleurs, hein. C'est sublime, magistral. J'ai pas d'autre adjectif, quoi, au bout d'un moment. Donc voilà. Clairement, c'est une collection qui est encore en cours et qui a marqué l'industrie de la bande dessinée. Absolument, absolument. Continue, tu fais du bon taf. Alors, c'est l'heure de Hellboy. Cette fois-ci, pas de DC, pas de Vertigo. Dark Horse. Alors, quel éditeur? Gutanabe. Je vais regarder. C'est. Ils sont derrière moi. Vas-y, continue, continue. Ok, j'ai envie de dire Tonkam. C'est Ki-hoon. Et si tu demandes l'éditeur, c'est peut-être parce que tu connais pas. Ki-hoon. Du coup, je te conseille vraiment. Même l'édition, en fait, au niveau de l'œuvre, l'extérieur est un peu en faux cuir comme Hmm. ça.
Du coup, c'est super, super classe, c'est super stylé, ça fait vraiment Et bel c'est ouvrage, quoi. c'est vraiment Là, lecture manga, quoi, donc droite à gauche. ouais, Voilà. absolument, mais enfin, là, c'est vraiment un bel objet. Le papier, il est de qualité aussi. Et puis, bah, les dessins, comme je vous l'ai dit, est-ce que j'ai encore quelques trucs sympas à vous montrer Je crois que j'ai pris le seul où il n'y a pas de créatures. Mais bon, en même temps, on va dire, je suis peut-être pas obligé de vous montrer des créatures. Les beaux paysages. On pourrait presque croire que c'est paisible. Ouais, Et sympa. là, je peux même te dire combien il y en a acheté. Bouge pas. Bah, si je dis pas de bêtises, tu l'avais mis là, il a au moins 5. Ah, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah ouais. Alors, si je me trompe pas, je suis à jour. J'en ai 12 derrière moi et un sur ma table de nuit. Donc, il y en a 13. Sachant que il s'agit d'adaptations, encore une fois, de nouvelles. Donc, des fois, tu as effectivement deux, trois tomes qui suivent, mais sinon, ce sont des histoires indépendantes, qui forment un tout, certes, mais ce sont des histoires indépendantes. Alors, ben, on reste un petit peu dans les thématiques de c'est pas très globe, c'est pas très gentil avec l'enfer, avec le garçon de l'enfer, Hellboy, publié par Dark Horse cette fois-ci, pas chez Vertigo pour le coup, écrit en 1994, et c'est une création bien évidemment de Mike Mignola qui s'occupera et du dessin et du scénario de énormément d'histoires Hellboy, même si notamment il était aidé au début avec la création par John Byrne notamment. Euh, Là aussi un personnage qui est quand même très très connu, notamment grâce aux films, qui sont pas tous très bons, mais on y reviendra un petit peu après. Alors Hellboy, alors son vrai nom, c'est Anung Unrama, mi-humain, mi-démon, et il sera récupéré juste après, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, pour intégrer alors ce qui sera appelé plus tard le BRPD, Bureau for Paranormal Research and Defense, donc le bureau pour la recherche et la défense paranormale. Où en gros c'est typiquement là où à chaque fois il y a des trucs chelous, des monstres, des aliens, des nazis ressuscités, Rasputin. C'est autour de ça que voilà, autour de ce bureau-là que tout va s'intégrer, et c'est un petit peu le très bon prétexte pour côtoyer énormément d'éléments variés et divers de, euh, de l'univers d'Hellboy, euh, qui reprennent à la fois des trucs de folklore de notre monde à nous, donc ouais, des créatures des enfers, des trucs un peu bibliques, etc. Des créatures de folklore, si je sais pas, des gros serpents qui parlent. Enfin voilà, je prends des exemples un peu genre what the fuck, mais voilà, vraiment typiquement tous les monstres un peu des folklores différents de toute la planète. Mais aussi de temps en temps des créations originales, comme notamment Ape Sapien, euh, et même notamment certains personnages de la vie réelle, mais comme Rasputin notamment, sont tellement retravaillés pour vraiment s'éloigner des réalités que bon c'est quasiment des personnages originaux mais voilà donc on a un peu un mix de tout et ça permet vraiment d'avoir une croisée des genres et d'histoires complètement folles quoi donc c'est vraiment les histoires d'Hellboy ça peut être voilà aller se taper contre des sorcières affronter des créatures qui sont très Lovecraftiennes hein, dans l'esprit. Il a déjà fait équipe avec Batman, il s'est tapé avec Rasputin, il est déjà allé en enfer. Enfin voilà, c'est vraiment le best-of de tout ce qui se fait de mieux en termes de créatures et de monde de fantasy, un petit plus dark qu'autre chose hein, quand même. Hein, c'est rarement des fées toutes mignonnes, etc. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment exploiter au mieux tout ce qui se fait de mieux en fait hein, dans la dark fantasy, dans les récits de monstres, etc. Donc voilà, et puis bien, avec le BRPD, il y a un petit côté aussi conspiration, il y a des agences gouvernementales qui nous surveillent et machin, qui savent plein de choses. Donc ça permet d'alimenter plein de récits plutôt fun et sympa. Et en plus, Hellboy, c'est pas vraiment une très longue série, c'est plein d'histoires différentes, donc on n'a pas vraiment besoin de s'engager dans un truc méga long ou quoi que ce soit. Donc Oui, absolument. Ça continue encore d'ailleurs. ouais, exactement Bishop, le Martin des comics. C'est genre Martin va en enfer, Martin va se taper contre Rasputin, euh, Martin fait ami-ami avec Ape Sapien, enfin ce genre de choses quoi.
Et puis bien évidemment, voilà, on a l'adaptation, enfin des adaptations, et en film et en jeu vidéo notamment. Bon, au niveau film, les deux films de Del Toro, oui, je vous les conseille, il n'y a aucun problème, allez-y les yeux fermés. Les deux autres, pas vraiment. Il y a des bons éléments dans les deux, hein, mais c'est vraiment un petit peu noyé par d'autres choses un petit peu plus problématiques. Donc les deux de Del Toro, c'est déjà pas mal. Et puis niveau jeu vidéo, il y a eu relativement récemment le Web of Weird, où c'était Lance Reddick qui le doublait, donc celui qui jouait le réceptionniste dans John Wick, Zeus dans Percy Jackson, ce genre de choses. Donc un acteur que j'aimais beaucoup qui nous a quittés malheureusement. Et pour le coup, c'est un jeu vidéo qui est très fidèle au style de Mignola. Donc franchement, là aussi, si vous êtes un peu gamer dans l'âme, ouais, c'est cool. Franchement, c'est une très bonne expérience. Alors, même chose que pour, Gutanabe finalement, hein. Pourquoi parler de Conan alors qu'à la base il s'agit de nouvelles? C'est vrai que c'est un choix surprenant, je suis d'accord. Pourquoi les comics? Bah, en fait, parce que même si le personnage a été créé par, Robert E. Howard en 1932, en fait, il aura écrit les aventures de Conan que durant une poignée d'années, hein, finalement. Puisque finalement Conan, alors version Howard. Conan version Howard, c'est de 32 à 36, donc c'est-à-dire vraiment durant 4 ans. Et en plus, après ça, ces histoires ne seront plus éditées pendant plus de 40 ans, une fois son décès survenu. Donc, au niveau, même s'il y a eu un impact, hein, c'est plutôt évident, avoir des nouvelles de Howard, ça n'a pas toujours été facile. Alors qu'à côté de ça, en comics, bah, ça a clairement explosé et tout le temps. C'était tout le temps là, quoi. Donc, à cette époque, le scénariste principal, c'est, Roy Thomas, puisque c'est lui qui est intervenu, heu, dans les numéros qui allaient, de 1 à 115 et il revient encore, après en plus. Au cumul, à peu de choses près, il sera resté 13 ans sur le personnage, c'est juste énorme et pour les fans de Conan, c'est vraiment le jackpot parce que Thomas adore Conan. À la base, c'est lui qui a fait des pieds et des mains pour avoir Conan chez Marvel, hein. Alors, c'est pas, il s'est c'est pas après, attention à ce que j'ai dit, hein, il s'est pas pointé en mode, «Je veux, Conan chez Marvel». C'était dans le sens inverse, c'est-à-dire que Marvel cherchait des choses à adapter. Thomas s'est renseigné, voilà, il a essayé Conan et à ce moment-là, il est tombé amoureux de Conan et c'est là qu'il a fait des pieds et des mains pour, par contre, qu'il y ait effectivement Conan, chez Marvel. Mais résultat des courses, enfin, il a il apprécie énormément, l'univers de Conan. Il connaît très bien les anciennes histoires. Il en a adapté d'ailleurs pas mal d'entre elles au fur et à mesure dans les comics, notamment la Tour de l'éléphant et il en a créé lui-même aussi énormément. Donc c'est comme ça d'ailleurs qu'il aura créé le personnage de Red Sonja, hein. C'est en créant des histoires, Conan, en plus des adaptations donc de Robert E. Howard. Heu Mais même lorsqu'il a créé donc ces histoires supplémentaires, c'était toujours en respectant du coup le ton Conan. Alors, après attention, ça reste des bandes dessinées, c'est un peu adapté. On est sur du, tout public. Mais c'est pas pour ça que tu retrouvais pas forcément le ton et l'ambiance. C'est juste que, imaginons si Conan, doit, trancher la gorge d'un personnage, bon, on va comprendre que clairement il lui a donné un coup d'épée et puis tu vas voir, le type s'écrouler et puis il sera après, hors champ. Voilà, on passe par des petites astuces. Mais clairement le ton, il est là et puis dans tous les cas, enfin Conan, il s'est bouffé tellement de pastiches que là, un comics, qui veut être respectueux, pardon, mais qui est amoindri un peu, clairement, voilà, les comics n'étaient vraiment pas le pire du lot. Donc en gros, oui, des écrits d'Howard qui sont entrés dans la légende, mais malheureusement qui sont très souvent oubliés et à l'inverse, bah, des comics qui ont cartonné à leur époque, qui ont lancé encore d'autres comics, d'autres séries de comics Conan. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, il n'est pas exagéré de dire que les écrits ont énormément apporté à l'heroic fantasy et on ne peut nier que là-dedans, on peut également, rajouter, les comics. Alors, on repart chez DC Vertigo.
avec un titre un petit peu plus récent quand même, puisqu'il est sorti en 95, publié jusqu'en 2000, par Garth Ennis et Steve Dillon. Voilà, j'ai mentionné Steve Dillon tout à l'heure sur Hellblazer. J'avais mentionné qu'il avait bossé sur Preacher, donc et bien voilà Preacher. Euh, Là aussi, comme Hellboy, fantasy, mais pas fantasy très. C'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas le Hobbit quoi. C'est un peu la merde partout. Bon, en même temps, c'est Garth Ennis, hein, donc forcément, ça va rarement être la joie de vivre hein, quand il s'agit d'un récit de Garth Ennis. N'empêche que ça reste quand même assez intéressant à suivre et je trouve que c'est quand même notamment beaucoup moins nihiliste que The Boys. Peut-être parce que j'ai un petit peu plus quelque chose contre la religion de base, donc peut-être que ça me brosse un petit peu plus dans le sens du poil, peut-être. Euh, mais voilà, même s'il y a des thématiques assez cyniques et un environnement assez cynique, euh, il y a tout le travail sur les personnages humains, et pas que humains d'ailleurs, hein, plus cosmiques en échelle, euh, sont assez intéressants. Sont assez marquants aussi. Hein. Là aussi, Garth Ennis, il a tendance à faire des trucs assez percutants. Après, je dis ça, mais Pardon, ça m'a échappé. les personnages, ils font aussi des grosses conneries. C'est des grosses merdes aussi. Hein. Enfin, tous ne le sont pas, mais c'est pas parce qu'un personnage est intéressant qu'il est gentil. Hein. Il y a des personnages intéressants dans, voilà, comme le Saints of Killer, hein, qui est un petit peu la menace la plus iconique du récit, où c'est vraiment un petit peu l'homme de main céleste par essence, qui fait un petit peu le sale boulot pour un peu tout le monde. Euh, qui est là aussi, enfin, on pourrait croire qu'il est motivé que par une seule chose, mais il y a plein de trucs qui rentrent en compte qui font que ben, il y a des choses qui agrippent, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont, même si ce sera jamais adapté à notre échelle à nous, parce que oui, c'est la guerre entre le ciel et l'enfer et machin, mais ça évoque des choses, ça fait des parallèles avec des problématiques plus humaines, et c'est un petit peu ça l'intérêt du titre. Niveau esthétisme aussi, il y a des choses intéressantes. Moi, je trouve qu'il y a un côté très western, parce qu'on est un petit peu dans la partie des États-Unis qui bon, fait très rugueuse, etc. Le Saints of Killer, il a le look d'un cowboy de toute façon, donc bon, ça aide beaucoup là aussi. Mais voilà, il y a un aspect très rugueux à pas mal d'images du, euh, du récit. Alors les covers qu'on voit, elles sont faites par Glenn Fabry. Elles font aussi partie notamment d'une des raisons qui a rendu un petit peu le titre assez connu parce qu'il faut savoir, bah, c'est quand même des covers très très connus, très très cool, très percutantes. Voilà, l'espèce de petite lueur dans les yeux de Jesse est plutôt cool. Donc, voilà, Jesse Custer, c'est le personnage principal qui joue un homme de foi qui se retrouve un petit peu au milieu de plein de conneries célestes, un peu malgré lui, et qui doit un petit peu protéger une certaine entité qui se retrouve liée à lui. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, faut s'accrocher, hein, c'est Garth Ennis, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Comme pour The Boys, il y a eu une adaptation. Alors pour le coup maintenant on sait comment s'est terminé The Boys, donc on peut dire que Preacher comme The Boys est une adaptation controversée. On va dire ça comme ça. Ça n'a pas été la tasse de thé de tout le monde. Controversé, pas forcément pour les mêmes raisons. Parce que je pense que Preacher a plus de qualité, mais peut-être encore moins fidèle par certains aspects que The Boys. Euh, donc voilà, moi j'avoue que j'ai bien aimé les deux, donc voilà, c'est mon précepte à vous. Bien vu de hauteur, Vision. c'est, euh, Oui, c'est vrai. Donc voilà, Preacher, je vais essayer de vous enseigner ce principe de vie au lieu de dire que voilà un gâteau est meilleur qu'un autre, mangez les deux gâteaux. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis l'image. Voilà, même si un gâteau qui est moins bien, ça reste un gâteau. C'est sympa un gâteau. Donc détendez-vous, mangez les deux gâteaux. Et bon, il y en aura forcément un que vous aimerez parce que bon, Preacher, comics et séries, c'est pas du tout la même chose. The Boys, comics et séries, c'est pas du tout la même chose non plus. Mais voilà, donc il y a, euh, il y a des choses plutôt intéressantes. Il faut pas s'arrêter à l'aspect très ouais rugueux Oh, de joli, Garcenis. Desert Stark. Oh, il est en forme. C'est controversé. Ah oui, ouais putain, j'avais pas capté au début, mais je viens de capter. Oui, franchement, non, bien trouvé. Donc voilà, les images à gauche, c'est vraiment l'art intérieur. Donc c'est vraiment les cases qui sont comme ça, et à droite, c'est plus le style de Fabry sur les covers. Donc voilà, c'est là aussi, c'est oui, bah après c'est pas pour rien que c'est l'une des œuvres les plus connues de Garth Ennis. Hein, ça a très bien marqué. Et, pour le coup, je trouve que la fin est relativement surprenante pour du Garth Ennis. Je vais dire ça comme ça, mais je m'attendais à autre chose. Mais c'est très bien quand même. Donc,
là aussi, on vous conseille si vous avez l'estomac bien accroché. Réédité actuellement au format de poche. Donc vous pouvez tout à fait vous laisser tenter, rien qu'avec le premier tome. Ça sera pas, ça Du sera temps pas perdu. super, super onéreux non plus, quoi. On va enchaîner avec De Croo. Alors ici, il faut qu'on revienne un peu sur le titre de la conférence qu'on avait fait à l'époque. Si on parle vraiment d'une BD marquante par rapport aux ventes pures et dures, il est évident que De Croo n'a rien à faire là. Ça, c'est vraiment évident. Maintenant, si on voit plus large, si on va plus loin, il y a sa place. Pourquoi? Parce que De Croo a eu un gros succès critique et commercial, mais à son niveau. C'était, vraiment un petit éditeur, hein, c'est à la base, James O'Barr n'est même pas auteur de bande dessinée, hein. Il ne savait même pas comment fonctionnait la pagination d'un comics, hein. Il s'est vraiment lancé dans cette BD parce que, voilà, il avait besoin d'un exutoire étant donné que sa petite amie était morte dans un terrible accident de voiture et voilà, il a fallu qu'il extériorise un peu tous ses sentiments, un peu toute sa rage et voilà, il y en a qui tapent dans les murs, il y en a qui sont dans l'alcool, chacun survit un peu à cette épreuve comme il peut. Lui, voilà, il s'est un peu tué dans ce comics. Et c'est vrai qu'au final, il s'agit sans doute du comics le plus connu de la scène underground, hein, qui a eu droit à un grand nombre de suites qui sont souvent très mauvaises. Euh, et tout autant d'adaptations qui sont souvent très mauvaises aussi. Bon, il faut quand même que je vois celui de 94 parce que celui-là, je l'ai toujours pas vu, celui de Brandon Lee. Mais pour les autres, enfin voilà, c'est vraiment pas génial. Mais par contre, voilà, De Croo, premier du nom, on en a déjà parlé plusieurs fois et c'est rentré dans la légende. Au niveau du synopsis, je le rappelle très vite parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'on en a parlé pas mal de fois. Donc il s'agit d'un couple, Eric et Shelly. La voiture tombe en panne, donc on retrouve la voiture. Shelly est agressée et assassinée. On retrouve la femme morte. Eric, lui, il est laissé pour mort avant de finalement succomber à son tour suite à une balle reçue dans la tête. Il est ressuscité pardon, par un corbeau, donc vous aurez compris, de Croc, qui le place sur le chemin de la vengeance. Il devient immortel, il veut tuer les assassins, c'est à la fois brutal et poétique. Et voilà, ça fait partie de ce genre d'œuvre où, pour l'apprécier, il faut vraiment connaître l'envers du décor. Et quand tu connais l'envers du décor, c'est juste sublime. En plus, c'est vrai que Delcourt l'a proposé dans une sorte de format qui est présenté comme étant le format définitif, qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, est-ce que du genre, il a marqué l'industrie des comics? C'est difficile à dire. Et en plus, il l'a clairement pas marqué en termes de vente. Par contre, est-ce qu'il a marqué la scène underground de la bande dessinée? Oh putain, ouais, carrément. Et la scène underground, bah, ça fait partie de l'industrie de l'histoire des comics. De belles images. Ah, vous voyez, hein, c'est clairement différent, hein, mais c'est sublime. Dedans, c'est blindé d'anecdotes, hein, où clairement, par exemple, il dit ouais, vous voyez là sur l'image là, il y a de l'eau sur la table ou du sang, je sais plus, mais en gros, il y a un liquide sur la table. Et il dit là, normalement, De Croc devait apparaître sur le reflet. Mais le problème, c'est que bah, moi, je savais pas dessiner ça. J'en étais incapable. Du coup, bah, je l'ai pas fait. Mais c'est génial. Vous apprenez des tas de choses sur l'envers du décor et ça renforce encore le côté. Ça renforce un peu l'importance qu'a le fait que l'on doive connaître l'envers du décor, quoi. Regardez, je l'ai eu ce connard. On voit Qu'est-ce qu'il y pas a? T'as bien, un pustule? mais non, non, c'est un moustique. Il me tournait autour là. Je l'ai eu. Ouais, bah fais gaffe, parce que si il y a un corbeau qui se place à côté de lui, le corbeau va te Ouais. niquer ta race. Oh, le moustique va te. ils le font déjà malheureusement ces petits cons. Vas-y, refais le point. Pour ma part, c'est ma dernière sélection dans la liste, avec Fable, où là pour le coup c'est vraiment, je trouve, l'exemple parfait de la fantasy dans le monde des comics. Donc Fable, pardon, c'est un titre de Bill Wingham. Il y aura pléthore d'artistes qui vont bosser dessus. Donc Ian Medina, c'est le premier. Il y aura notamment aussi Mark Buckingham qui a pas mal bossé dessus. Mais voilà, j'ai juste mis Bill Willingham parce que c'est vraiment la présence constante dans le récit. Hein, voilà. DC Vertigo, pareil, voilà, un emblème de Vertigo encore aujourd'hui.
2003-2015, 12 ans quand même là aussi en termes de série. Se dire que voilà une série un peu indé côté chez DC peut durer 12 ans. Aujourd'hui on aurait un peu du mal à le croire, mais ça s'est fait, voilà, à une époque. Tout simplement, Fable, c'est l'histoire des fables, des contes de fées, des mythes, de toutes les cultures, de tous les folklores, de toutes les religions, un petit peu du monde, qui se retrouvent dans notre monde à nous. Alors, à l'époque de la sortie du titre, donc c'était il y a plus de 20 ans, donc époque moderne, tout est relatif, mais voilà, dans notre monde à nous, et nous on suit globalement les aventures du grand méchant loup, donc Big B Wolf, qui est un petit peu le shérif de cette communauté d'exilés, puisque toutes ces figures de mythes, etc., étaient à la base dans leur propre monde à eux, mais se sont fait jecter par un ennemi qui s'appelle l'adversaire. Euh, donc voilà, ils doivent survivre dans ce monde qui leur est inconnu, dans un monde qui n'est pas magique, qui n'est pas enchanté, qui est cruel, froid, industriel, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas pour autant que voilà les fables en question sont tous bien sous tout rapport et n'ont rien à se reprocher. Et on voit bien que le monde qui les entoure un petit peu déteigne sur eux, etc. Donc plein de trucs cool de est-ce qu'on peut vraiment dépasser sa nature ou pas, etc. Donc c'est plein de thématiques là-dessus qui sont très très cool. Euh, moi j'ai mis des images uniquement de Yann Medina parce que j'avoue que c'est un style que j'aimais beaucoup et je suis un peu triste qu'il ait pas fait plus sur la série. Mais le reste de la série est aussi très très joli. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour ce Medina. Euh, où c'était encore un peu un style un peu plus rétro, où c'était beaucoup des grands aplats de couleurs, enfin c'était un petit peu plus classique dans l'approche, j'avoue que j'aime bien ça. Et pour le coup, sa boîte des fables, etc., des contes de fées, c'est généralement plus inspiré des versions d'Andersen, de Grimm, pas forcément Disney du tout. Voilà, par exemple, la première histoire du récit, c'est Bigby doit résoudre un meurtre qu'il y a dans la communauté. Donc on sait très bien que ce sont des gens qui sont capables de tuer, etc. Donc voilà, finalement ils sont un petit peu comme nous sur pas mal de points. Donc voilà, ça reste un récit quand même assez adulte. Il y a des scènes assez graphiques avec beaucoup de sang notamment. Donc voilà, là aussi très bon récit qui tient de A à Z. Un petit peu un des monuments de chez Vertigo. Je vous conseille également le jeu vidéo, The Wolf Among Us, qui est le préquel, enfin qui est un préquel. Donc vous pouvez commencer par le jeu aussi, ça passerait très très bien. La musique est très très bonne, l'atmosphère est hyper cool, visuellement c'est très très joli, c'est très saturé, c'est très vibrant. L'histoire est très très bien. Il y a un cliffhanger. Alors je dis horrible. Le cliffhanger est très bien, mais le jeu est sorti il y a plus de 10 ans. Même, je dirais, je crois qu'il est sorti il y a 13 ans, je crois, le jeu. On n'a toujours pas la suite. Qui est annoncée, mais qui est toujours pas là non plus. Donc on sait pas trop si on aura vraiment une suite à The Wolf Among Us. Mais en tout cas, je vous conseille quand même le jeu parce que c'est très très cool et c'est une très bonne introduction. Et ouais, en espérant qu'on aura le 2 un jour. Frieren de Kanehito Yamada et Abe Tsukasa. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Frieren? Alors, techniquement, ce n'est pas un manga qui a marqué l'industrie de la BD. En même temps, le manga, il n'est pas encore terminé, il est encore en cours de diffusion. C'est juste que voilà, avec les 10 œuvres, je voulais terminer sur une ouverture, on va dire, sur plutôt quel serait le prochain titre qui pourrait marquer, entre guillemets, l'industrie et plus particulièrement les titres fantasy. Euh, voilà, c'est une sorte de pari sur l'avenir. Disons que si vraiment je devais mettre une pièce sur une œuvre en cours qui pourrait peut-être impacter l'industrie, ça serait celle-là. Actuellement, c'est quand même d'ores et déjà un succès critique et commercial, 15 tomes. Au niveau du synopsis, on suit une elfe magicienne, Frieren, je pense que vous en doutez, qui a sauvé le monde auprès de deux humains et d'un nain. Et même s'ils ont fait équipe, en fait, elle est extrêmement détachée de ses collègues de par sa condition d'elfe. Tout simplement parce qu'en fait, elle vit bien plus longtemps que ses amis de voyage. Donc, c'est-à-dire, et notamment les deux humains. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'ai plus la durée en tête, mais imaginons ils partent 40 ans, pour les deux humains, à peu de choses près, ça représente leur vie, ou au moins une immense partie de leur vie. Donc, bien évidemment que le voyage est important. Mais par contre, 40 ans pour un elfe, c'est juste un battement de cils, en fait. Donc, pour les humains, c'était toute leur vie, à peu de choses près. Pour l'elfe, pour Frieren, c'était anecdotique. C'était un tout petit voyage comme un autre. Et résultat, c'est vrai qu'elle n'a pas, du coup, pris le temps
voilà, d'ouvrir son cœur à apprendre les êtres humains comme eux l'avaient fait, avec l'elfe, et notamment, concernant Himmel le Brave qui clairement, visiblement avait un peut-être même un petit béguin envers Frieren. Et voilà, une fois que les êtres humains vont, bah, tout simplement mourir de vieillesse, durant les funérailles, Frieren va se sentir coupable de clairement pas avoir tenté d'en apprendre un peu plus sur lui et elle décide alors, bah, de se relancer, dans une quête, mais cette fois pour, essayer de mieux comprendre, les humains. Et il y a, par rapport à ça, une approche qui est quand même, vachement, atypique, quoi. C'est-à-dire que au niveau de ce qui se passe avec les combats avec les monstres et cetera, on est vraiment plus sur du shonen. À côté de ça, c'est vrai qu'on suit, un personnage féminin, on est énormément tourné vers les émotions, vers, qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce que je pense de lui? Le voyage même est basé sur, un approfondissement des émotions, ce qui fait quand même vraiment un plus shoujo pour le coup et le tout est entouré de thèmes de réflexion qui font clairement seinen. Donc c'est vrai que c'est une œuvre qui est, franchement à part. Bon voilà, je vais peut-être me casser la figure, hein, là-dessus, parce que comme j'ai dit, c'est un pari sur l'avenir, mais voilà, aujourd'hui, par rapport à mes lectures, je ne peux pas lire tout ce qui sort. Par rapport à mes lectures, je dirais que ça serait peut-être celui qui ressemble le plus à un titre qui pourrait marquer l'industrie, du côté de la fantasy. L'avenir nous le dira. Ouais. Vous en pensez quoi des dessins? Plutôt cool, non? Ouais, toi, je te remercie. Ouais, j'aime beaucoup moi notamment le là où on voit le ciel. Mais même après, je trouve Mmh. les visuels, enfin les visages, ils sont bien faits et tout, donc non, c'est ouais. On avait mis aussi quelques œuvres un petit peu genre dans le même style. On va pas détailler parce que bon, on est déjà pas mal à la bourre comme ça, mais bah, après voilà. Bon, Doctor Strange, oui, dans les comics de fantasy, bon, c'est un peu incontournable. Absolument. Et niveau manga, voilà, Claymore et Fairy Tail, c'était quand même des titres assez connus, donc là aussi, bon, rien de très surprenant dans la sélection, quoi. Ouais, de Fairy Tail, de par le sujet, c'est peut-être celui qui arrive en premier. Surtout que, en plus, il a clairement, cartonné, hein. Alors moi, personnellement, je l'avais, beaucoup apprécié à la première lecture. Bon, c'est clairement pas le manga que je vais lire 10 fois, quoi. À l'inverse, par contre, de Claymore, je trouve que les critiques sont vachement sévères avec lui. Pour moi, Claymore, ça c'est un chouïa en dessous de Berserk à tout casser. C'est vraiment une très, très bonne lecture que je ne peux que conseiller. Et il y en a d'autres, bien sûr, Full Metal Alchemist, One Piece, j'en passe et des Ouais. meilleurs. Et on avait terminé avec un petit français, D'accord. avec Last Last Man. Man. Là aussi, Bastien Vives, grosse merde, mais bon voilà, c'est Last Man, Absolument. c'est très bien, et même la série aussi, Last Man est très cool. Là aussi, préquel enfin Et je vais dire du manga. Last Man qui a un mélange de genres, hein, Mm, clairement. C'est tantôt fantasy, tantôt sci-fi, clairement, mhm, ça dépend, quoi. voilà. Et j'ai pu rencontrer notamment la personne qui double, enfin qui fait la voix de Howard Mackenzie dans Last Man à Angers, Vincent Rompion. Donc ça faisait plaisir.